Bonjour à tous, cette vidéo n'était pas prévue à l'origine, seulement le prochain Scientori prend plus de temps que prévu. J'ai pris pas mal de retard dans l'écriture du script et il sera a priori assez long, donc plutôt que d'attendre encore quelques semaines, je vous propose un petit anecdoxos qui parle de banane. Tu me la gardes? La banane est le fruit généralement stérile du bananier, de couleur jaune quand elle est correctement mûre. C'est une des principales sources alimentaires pour près de 500 millions de personnes, riche en glucides, en potassium, en phosphore, en calcium, en vitamines A, B et C, et est facilement digérable. La domestication de la banane aurait débuté en Papouasie il y a 7 à 10 000 ans, avant de s'étendre à la Malaisie, puis dans le sud-est asiatique, le sous-continent indien, l'Océanie et l'Afrique. Bien que probablement connu des Grecs, ce sont les Arabes qui l'introduisent sur le pourtour méditerranéen alors que les Européens la redécouvrent à la fin du Moyen Âge. Arrivée en Amérique en même temps que les colons européens, la banane va devenir un enjeu économique important au XIXe siècle, surtout en Amérique latine où l'United Fruit Company, devenue en 1989 Chiquita, va guider la destinée politique de nombreux pays comme le Costa Rica, le Guatemala ou le Honduras jusqu'aux années 70 avec l'aide des USA. C'est ce qu'on a appelé les républiques bananières, des pays où ça coûtait moins cher d'acheter un député qu'une mule. Ce sont les mots du président de la compagnie en 1904. Non mais on s'en fout un peu de ça, enfin pour cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est qu'une banane, c'est radioactif. Comme je le disais, la banane est riche en potassium. Très riche même, 350 mg pour 100 g. Et le potassium possède un isotope radioactif, le potassium 40. Un isotope est une variété d'un élément qui possède un neutron en plus ou en moins par rapport à l'élément normal. Parfois, ces isotopes sont stables, mais le plus souvent, ils sont instables et essayent de se transformer en un autre isotope ou un autre élément plus stable en émettant un rayonnement radioactif. Le potassium 40 est instable et se transforme le plus souvent en calcium ou parfois en argon. Il représente un peu moins de 0,02% de l'ensemble du potassium existant. Donc une banane pesant 150 g environ, elle possède 0,1 mg de potassium 40. Et ce potassium radioactif va émettre du rayonnement. Au total, une banane émet 19,5 becquerels, c'est-à-dire qu'il se produit en moyenne 19,5 désintégrations de potassium 40 chaque seconde. Cela représente 160 becquerels par kilo, suffisant pour que les détecteurs réagissent lors du passage d'un camion rempli. Le produit alimentaire le plus radioactif est la noix du Brésil avec 244 becquerels par kilo. Et chez elle, c'est parce que l'arbre a tendance à concentrer de petites quantités de radium, un élément assez radioactif. Cependant, toutes les radiations ne se valent pas. Il y a les rayonnements alpha sous la forme d'un noyau d'hélium, le rayonnement bêta sous la forme d'électrons ou de positrons, et les rayonnements gamma des photons très énergétiques. Par conséquent, il faut mesurer ce qu'on appelle la dose équivalente de rayonnement, c'est-à-dire l'énergie efficace transmise par la radiation. Et pour cela, on utilise le sievert. Un sievert, c'est 1 joule par kilo. Et une banane émet 120 nanosieverts, soit 120 milliardièmes de sievert. On va arrondir à 100 nanosieverts pour faire plus simple. À titre de comparaison, la radioactivité naturelle nous expose à environ 100 bananes par jour. Une simple radio fait dans les 100 à 200 bananes. Un vol Paris-New York vous expose à 500 bananes. Les fuites de radiation d'une centrale ne doivent pas dépasser les 2500 bananes. Une mammographie donne dans les 3000 bananes, alors qu'un scanner du thorax peut entraîner l'équivalent de 60 000 bananes. En moyenne, on reçoit entre 35 et 40 000 bananes de radiation par an, alors qu'un employé du nucléaire aux États-Unis ne doit pas dépasser une dose annuelle de 500 000 bananes. À partir d'1 million de bananes par an, le risque de cancer est significativement augmenté, alors que la dose mortelle est estimée entre 35 et 100 millions de bananes en fonction de la durée d'exposition. L'invention de la notion de dose équivalente banane est assez floue, mais on trouve sa première mention en 1995 dans un message de Gary Mansfield du Lawrence Livermore National Laboratory, afin de créer une unité compréhensible pour de petites doses de radiation. On est là dans une volonté de communication et d'information au grand public. C'est plus simple de dire à quelqu'un tu as pris une dose équivalente à 3 bananes plutôt que tu as absorbé 300 nanosieverts. Et si c'est 100 000 bananes, tout de suite ça a plus d'impact. Hook. Et potentiellement une indigestion, mais c'est pas la question. Lors de l'accident de Three Mile Island en 1979, le cœur du réacteur fondit partiellement, mais la cuve parvint à contenir le combustible. Cependant, les circuits de refroidissement relâchèrent des matières radioactives.
et on estime que les habitants à 15 km à la ronde reçurent 800 bananes en moyenne, avec un maximum pour un employé de la centrale à 10 000 bananes. Des tests effectués dans les semaines suivant l'accident sur le lait produit dans les environs indiquèrent une dose de 1,5 nanosievert par verre. Pas très parlant pour les habitants et ont dû se contenter de dire que c'était extrêmement faible. Mais avec la dose banane, on aurait pu dire qu'il fallait boire 25 litres pour recevoir une dose équivalente à une banane. À Tchernobyl, si quelqu'un s'était tenu près du cœur 10 minutes après l'explosion, il se serait pris dans les 5 milliards de bananes. Encore aujourd'hui, une heure sur le site de la centrale est équivalent à 60 000 bananes, soit autant que passer 2 jours sur le site de la centrale de Fukushima. Sauf que cette comparaison a une très grosse limite, la façon dont le corps absorbe et élimine les différents éléments radioactifs. Cette dose équivalente banane repose sur la radioactivité du potassium 40. Or, dans le corps humain, le potassium est surtout présent, sous sa forme ionique, dans toutes les cellules du corps. Il crée un gradient, c'est-à-dire une différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Avec le sodium, il participe à la régulation de l'entrée et la sortie des nutriments. Le potassium est réparti dans tout le corps, son isotope radioactif est dilué un peu partout et ses effets sont donc très limités. De plus, la quantité de potassium dans le corps étant stable, le potassium radioactif est régulièrement éliminé et ne s'accumule pas, en tout cas aux doses bananesques normales. Je connais un bibliothécaire anthropoïde qui doit être rassuré. Par contre, l'un des éléments radioactifs les plus couramment émis lors d'un accident nucléaire prend la forme d'iode, qui finit dans l'eau ou la nourriture. Or, l'iode a tendance à se fixer directement sur la thyroïde. Il s'y concentre et le rayonnement émis peut devenir suffisamment important pour abîmer le matériel génétique et provoquer des cancers, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. C'est pour ça qu'on distribue des cachets d'iodure de potassium aux alentours des centrales. En cas d'alerte, l'absorption de ce cachet permet de saturer la thyroïde en iode normal, non radioactif, pour empêcher la version radioactive de s'y installer. En d'autres termes, la dose équivalente banane n'a de sens que pour mesurer de faibles quantités de doses radioactives. Elle ne prend pas en compte la nature du rayonnement ni la façon dont le corps va réagir. Bref, c'est une méthode un peu simpliste, mais plus facile à appréhender pour communiquer. Voilà, j'espère que ce petit interlude vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le soutien sous toutes ses formes, abonnement, cloche, partage, like, commentaire et Tipeee si vous le souhaitez, c'est toujours super apprécié. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je peux? Cool, merci. Quoi?